Alain Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le tremblement de terre parlementaire provoqué par le RN avec la remise en cause des accords de 1968 avec l'Algérie. Nous reviendrons ensuite sur la tournée asiatique de Donald Trump qui s'est achevée avec l'annonce de la relance d'essais nucléaires. Et enfin, aux États-Unis, la gauche n'est pas morte. Illustration avec le candidat favori à la mairie de New York, Zoran Mamdani. Que Paris ne soit plus la serpillière d'Alger, le RN a profité de sa niche parlementaire pour faire voter une résolution appelant à mettre fin à l'accord migratoire de 1968 avec l'Algérie. La décision n'est pas contraignante, mais elle embarrasse l'exécutif. Édouard Chano. L'Élysée s'est pour l'heure refusé à tout commentaire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a discrètement ce jeudi admis qu'il fallait renégocier l'accord de 1968 avec l'Algérie, qui appartient selon lui à une autre époque. Il a néanmoins souligné que c'est le président de la République qui était garant des traités internationaux, tout en disant respecter le vote des députés. Des députés de droite, RN et UDR, qui étaient hier, jeudi 30 octobre, euphoriques après l'adoption à une voix près d'une résolution dénonçant cet accord, prévoyant un régime migratoire d'exception pour les Algériens venant en France. C'est la première fois de son histoire que le RN parvient à imposer un texte au Parlement. Bien sûr, cette résolution n'a pas valeur contraignante, mais qu'à cela ne tienne, Marine Le Pen a revendiqué une victoire dans la foulée du vote. C'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national, puisqu'il vient de faire voter pour la première fois dans une de ses niches un texte qui est extrêmement important pour nous, parce qu'il nous apparaît être important pour notre pays. Nous considérons qu'il n'y a plus rien aujourd'hui qui justifie le maintien de cette convention. Et très objectivement, je vois que la gauche est mauvaise perdante, puisqu'elle multiplie les hurlements, les insultes, les diffamations, les rappels au règlement. Il faut qu'ils comprennent que la démocratie est ainsi faite que lorsqu'il y a une voix de plus pour voter un texte, eh bien ce texte passe. Le texte a été adopté grâce au vote d'élus LR et Horizon, le parti d'Édouard Philippe, mais peut-être surtout grâce à de nombreux députés Renaissance qui ont sciemment déserté l'hémicycle, permettant au texte qui n'a pas de valeur contraignante de passer à 185 voix pour et 184 voix contre. À l'origine, des accords signés pour conclure la guerre d'Algérie et qui ont mené au grand paradoxe de l'immigration algérienne en France, sans parvenir à enterrer la haine vivace qu'Alger entretient face à l'ancienne puissance colonisatrice. Des accords qui ont conduit à 1,5 million d'entrées nettes et régulières depuis 1968 selon l'INSEE et à la présence de 6 millions de ressortissants algériens en France, aujourd'hui selon l'aveu même du président Abdelmadjid Tebboune en 2020. Pour séjourner sur le territoire, les Algériens peuvent bénéficier d'un certificat de résidence d'1 an et non d'un visa, et ils peuvent accéder plus rapidement à un titre de séjour de 10 ans, tout en bénéficiant d'une plus grande liberté pour exercer une activité commerciale ou une profession indépendante. Il assure aussi un certificat de résidence immédiat de 10 ans dans le cadre d'un regroupement familial si l'accueillant en bénéficie. Alors que les relations avec Alger se sont dégradées depuis plusieurs années, les élus RN et UDR demandent la fin de ce régime dérogatoire et veulent peser dans la libération de l'intellectuel Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise, emprisonnés pour raisons politiques en Algérie. Plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut rappeler que nous avons 2 compatriotes qui sont aujourd'hui incarcérés de manière complètement arbitraire en Algérie et que l'Algérie utilise ces 2 Français, pour l'un franco-algérien d'ailleurs, pour faire pression sur la France. Donc il fallait montrer à l'Algérie de manière très ferme que la France a une position sévère et qu'elle réclame la libération de ces 2 personnes qui peuvent être considérées comme des otages de la dictature algérienne, premièrement. Et deuxièmement, la politique irresponsable, il était garde des accords internationaux, c'est-à-dire que l'Algérie systématiquement refuse de reprendre ses OQTF. On rappelle que seulement 6% des OQTF délivrés à l'endroit de personnes de nationalité algérienne sont appliqués par l'Algérie. Donc il faut expliquer à l'Algérie que non, une relation bilatérale, c'est pas quelque chose d'automatique, que ça implique une responsabilité. Et en l'occurrence, je pense qu'il faut cesser toute relation avec l'Algérie tant que l'Algérie ne respectera pas la teneur de nos accords.
Évidemment, la gauche s'est émue depuis le vote d'un racisme totalement décomplexé, selon les mots de l'écologiste Marine Tondelier, et d'une passerelle entre les macronistes et le RN, selon Clémentine Autain. Le député LFI Abdelkader Lamar, qui avait qualifié les harkis de traîtres le 29 octobre dernier en commission, et l'élu de l'UDR Hanan Mansouri de caution hier, a fait mine de s'émouvoir. En tant que fils d'immigrés algériens, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est d'entendre des députés qui nous considéraient presque comme des ennemis de l'intérieur. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, un texte raciste, haineux, puisse être voté avec la complicité de cette fameuse droite républicaine qui se dit héritière de Gaulle. Et je pense que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Donc oui, c'est le retour de l'OAS à l'Assemblée nationale. Et ça préfigure, et ça les Français, je pense qu'ils doivent en être conscients, c'est que serait la politique étrangère du RN s'ils arrivaient au pouvoir. Ça serait de gouverner avec quoi? Avec la haine et le racisme. C'est quoi? Ça veut dire que demain, ils referaient des expéditions coloniales en Algérie. Des accusations qui laissent de marbre à droite, où l'on plaide pour le bon sens migratoire et la fermeté diplomatique à l'égard de l'Algérie. Simplement, on demande l'application du droit commun. Donc, c'est-à-dire que soient appliquées les mêmes conventions avec l'Algérie que sont appliquées à l'égard du Mali, de l'Australie, des États-Unis. L'Algérie se comporte à l'endroit de la France de manière complètement irresponsable. Et la France n'a que trop tardé à expliquer à l'Algérie que le rapport de force ne tournerait jamais en son avantage. Le président américain en VRP de luxe en Chine, Donald Trump, est revenu avec des accords, mais a aussi annoncé la relance des essais nucléaires états-uniens. Explication. Malaisie, Japon et Corée du Sud, le périple du président américain en Asie a été l'occasion de resserrer les liens avec des alliés et de négocier avec Pékin. Donald Trump a reçu des honneurs exceptionnels au Japon, accueilli à Tokyo par la nouvelle première ministre conservatrice Sanae Takaichi. Air Force One a même été escorté par des avions de chasse. Le nouveau chef de gouvernement japonais a salué Donald Trump comme un allié clé, promettant un âge d'or dans les relations bilatérales et proposant même sa candidature au prix Nobel de la paix. Les discussions ont porté sur le renforcement de la défense japonaise avec un engagement à porter le budget militaire à 2% du PIB dès mars 2026, apaisant les critiques récurrentes de Trump sur le partage des charges sécuritaires. Les deux dirigeants, unis par leur proximité avec l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, ont exploré une coopération sur l'exploitation des terres rares dans les fonds marins japonais visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Cette alliance affichée vise à contrer les menaces régionales posées par Pékin, Moscou et Pyongyang dans un contexte de bouleversement provoqué par la guerre en Ukraine et les liens russo-nord-coréens. La tournée s'est poursuivie en Corée du Sud, où Donald Trump a participé au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique à Busan. C'est en marge de cet événement jeudi qu'a eu lieu la rencontre tant attendue avec Xi Jinping, la première depuis 2019. L'entretien, d'une durée d'1h40 dans un bâtiment austère de l'aéroport de Guimae, a débuté par des poignées de main protocolaires devant les drapeaux des deux nations. La réunion a abouti à une trêve commerciale que le président américain a expliquée auprès des journalistes. Comme vous le savez, j'ai imposé un droit de douane de 20% sur les importations de fentanyl en Chine à cause de l'arrivée de ce produit. C'était un droit de douane important. Suite aux déclarations d'aujourd'hui, j'ai réduit ce droit de 10%. Il passe donc de 20% à 10% avec effet immédiat. Toute la question des terres rares est réglée. Et cela concerne le monde entier. Je veux dire, à l'échelle mondiale. On pourrait dire que c'était une situation mondiale, pas seulement américaine. Nous continuons donc à produire et à acheter des terres rares, ainsi que tout le reste. Vous savez, quand vous voyez ce que font les autres pays, mais la Chine, toute cette situation, ce blocage a disparu. Il n'y a plus aucun blocage sur les terres rares. Ce terme disparaîtra, espérons-le, de notre vocabulaire pendant un certain temps. C'est un an. C'est un accord d'1 an, et nous le prolongerons après 1 an, comme d'habitude. C'est un contrat d'1 an qui sera, je pense, très régulièrement prolongé au fil du temps.
La Chine reprendra aussi des achats massifs de soja américain, soulageant les agriculteurs états-uniens. Les deux parties sont convenues de travailler ensemble sur la question de l'Ukraine, mais la question de Taïwan n'a pas été abordée devant les caméras. La négociation réglée, le président américain a surpris son monde en annonçant la reprise immédiate des essais d'armes nucléaires américaines, une première officiellement depuis 1992. Sur son réseau True Social, il a justifié cette décision par la nécessité d'être sur un pied d'égalité avec la Russie, qui venait de tester un drone sous-marin nucléaire, et la Chine, qui affirme vouloir rattraper son retard d'ici 5 ans. Une annonce qui rappelle qu'en dépit d'une détente commerciale, Washington n'entend pas se faire distancer en matière de défense, ce qui pèse aussi dans les relations économiques avec les partenaires des États-Unis. États-Unis toujours, cette fois à New York. Des élections municipales se tiennent la semaine prochaine. Dans son propre bastion, la gauche démocrate se reconstruit difficilement. Renaud de Bourleuf. New York, la grande pomme, va-t-elle devenir verte ? Mardi 4 novembre, des élections municipales avec scrutin anticipé dès samedi vont se tenir dans la plus grande ville des États-Unis. Depuis 2013, le candidat démocrate a toujours été élu à la mairie de New York avec plus de 65% des voix. Cette fois, Zohran Mamdani, qui porte les couleurs du Parti démocrate, a un profil atypique. Chaque New-Yorkais, peu importe sa religion, peu importe l'endroit où il est né, peu importe qui il est, mérite une ville abordable, un endroit où il se sent en sécurité et où il peut bâtir une famille et une vie. Zohran Mamdani est né en 1991 en Ouganda. Installé aux États-Unis à l'âge de 7 ans, il a été naturalisé américain en 2018. De religion musulmane, il grandit dans une famille privilégiée. Il est fils d'un professeur de sciences politiques à l'université de Columbia à New York et d'une cinéaste. Il s'engage en politique au Parti démocrate et chez les démocrates socialistes d'Amérique. Depuis 2021, il est élu à l'Assemblée de l'État de New York, un parlement local. En juin, il crée la surprise en remportant la primaire démocrate pour la mairie de New York. Une victoire inattendue qui s'explique notamment par une campagne menée à la fois sur les réseaux sociaux, utilisés massivement, et sur le terrain avec de très nombreux militants pour faire du porte-à-porte. Son programme centré sur le coût de la vie retient l'attention à New York, ville de plus de 8 millions d'habitants, où un habitant sur 4 n'a pas les moyens de se nourrir ou de se loger convenablement. Zohran Mamdani est aussi un communicant arrivant à jouer sur plusieurs tableaux. La dite minorité LGBT, la minorité musulmane, le socialisme. S'agissant du qualificatif socialiste, Donald Trump va encore plus loin. Nous n'avons pas besoin d'un communiste dans ce pays, mais si nous en avons un, je le surveillerai très attentivement au nom de la nation. Mais Zohran Mamdani rencontre des opposants au sein de son parti. Pour beaucoup de démocrates, son programme est hétérodoxe pour les États-Unis. Loyers encadrés, voire gelés, crèches et bus gratuits, ou encore réseau d'épiceries de quartier gérés par la ville, qui nécessitent de fortes hautes impôts, qui nécessiteront l'accord de l'État de New York. De plus, le conflit au Proche-Orient s'invite dans la vie politique américaine et ses prises de position peu nuancées en faveur de la Palestine rendent frileuse l'aile centriste du Parti démocrate, néoconservatrice et pro-israélienne. Des divisions qui s'étendent à l'échelon national. La représentante démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, la première femme voilée élue au Congrès américain, a critiqué jeudi le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer, élu de l'État de New York, pour ne pas avoir soutenu Zohran Mamdani. L'ancienne vice-présidente Kamala Harris s'est contentée de dire « Je soutiens le candidat démocrate ». Un soutien très timide. Le dernier sondage Fox News, publié jeudi, donne à Zohran Mamdani une avance de 16 points. 47% le soutiennent, tandis que 15% préfèrent le candidat républicain Curtis Sliwa et 31% le candidat indépendant Andrew Cuomo. Une avance très large, mais un recul dans le bastion démocrate qui semble montrer une gauche américaine ayant du mal à se reconstruire un an après une élection présidentielle catastrophique pour Kamala Harris. Le mouvement trumpiste MAGA semble avoir de beaux jours devant lui. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Le copinage Sarkozy-Darmanin passe mal. Jeudi, un collectif d'une trentaine d'avocats a déposé plainte contre le garde des Sceaux Gérald Darmanin devant la Cour de justice de la République. Il l'accuse de prise illégale d'intérêt et de partialité après qu'il a exprimé sa tristesse face à la condamnation de Nicolas Sarkozy et lui a rendu visite à la prison de la Santé. Rappelons que la prise illégale d'intérêt, réprimée par le Code pénal, c'est le fait pour les élus, fonctionnaires ou personnes investies d'une mission de service public de confondre intérêt public et intérêt privé dans une prise de décision. En l'occurrence, en tant que ministre de la Justice, il a pris position dans une entreprise dont il a un pouvoir d'administration ou de surveillance en tant que supérieur hiérarchique du parquet,
selon les justifications des avocats à l'origine de la plainte. Réflexe corporatiste chez les comédiens. Mercredi, dans une tribune aux Parisiens, Laure Calamy et 110 comédiens, dont Alix Poisson, Thierry Godard et essentiellement des inconnus du grand public, dénoncent les coupes budgétaires menaçant France Télévisions. Selon leur texte, la création serait un bien public essentiel, alertant sur 65 millions d'euros de sous-sous en moins en 2026 après 50 millions en 2025. Ces baisses risquent de réduire la création à 380 millions d'euros, soit une soirée de fiction en moins par semaine. Les signataires appellent à protéger l'offre gratuite face au contenu jugé arbitrairement comme moins responsable des réseaux. Les contribuables français, saignés pour faire vivre la petite caste d'acteurs subventionnés, ne semblent pas partager l'initiative, qui a fait bien peu de bruit en dehors des petits cercles initiés. Une bataille judiciaire très étrangère. Condamné en 2023 pour injure raciale envers la policière Linda Kebab, le militant d'extrême gauche Taha Bouaf n'a pas versé les 9 000 euros de dommages et frais, selon un commissaire de justice. Insolvable, sans adresse ni compte en France, il fait supporter à Linda Kebab des frais d'huissier. L'affaire remonte à 2020 quand Taha Bouaf avait qualifié Linda Kebab d'arabe de service sur le réseau social Twitter après ses propos sur Assa Traoré. Condamné à une amende et des dommages confirmés en cassation, l'ex-candidat LFI reste insaisissable. Les métaux précieux, véritable nerf du crime organisé. Jeudi, à Lyon, une raffinerie d'or a été braquée à l'explosif. En début d'après-midi, des individus équipés notamment d'armes à feu longues ont attaqué ce laboratoire de raffinerie situé dans le quartier de Gerland au moyen d'explosifs avant de prendre la fuite en voiture. Les 6 malfaiteurs ont été arrêtés et leur butin saisi. De quoi voir des motivations du crime organisé en période de montée du cours de l'or. Rappelons que, concernant l'affaire du Louvre, l'hypothèse d'un vol des bijoux en vue d'une refonte des métaux précieux est sur la table. L'actualité internationale en bref. Opération antidrogue mortelle à Rio. Mardi, lors d'un coup de filet d'ampleur d'une violence inédite, 119 personnes ont trouvé la mort dans la ville brésilienne. L'intervention ciblait le Commando Vermelho dans les favelas de l'Elmao et de la Peña, où 2500 agents ont débarqué en utilisant hélicoptères et blindés. Le bilan, doublé par rapport aux 64 morts initiaux, est extrêmement élevé. Mercredi, des habitants de Peña ont aligné 40 corps sur une place, filmée par la presse. Le gouverneur Claudio Castro, malgré les critiques, qualifie l'opération de succès. Le président Lula s'est dit sidéré et déplore une action sans aval fédéral. On peut également se demander quel aurait été le traitement de cette affaire par la presse française si Bolsonaro était encore au pouvoir. Les députés lettons ont voté jeudi la sortie de la Convention d'Istanbul, premier retrait d'un État membre de l'UE. Ratifiée en 2024, cette convention impose des lois contre les violences faites aux femmes et violences domestiques. Adoptée à 56 voix contre 32, la motion émane de l'opposition de droite, hostile à la notion de genre. La coalition au pouvoir menée par la première ministre Evika Silina s'y opposait majoritairement. Le président Edgars Rinkēvić, qui peut encore user de son veto, dénonce un coup politique avant les législatives en 2026. Des milliers de manifestants ont dénoncé un texte populiste protégeant les agresseurs. ONG et diplomates européens alertent sur un recul des droits. La droite assure quant à elle que les lois nationales suffisent. C'était l'ouragan le plus puissant à frapper la Jamaïque en 90 ans. Le bilan mardi s'élève à 19 morts, touchés mardi par l'ouragan Melissa de catégorie 5 avec des vents atteignant 300 km/h. Affaibli mais toujours dangereux, avec des vents cette fois à 165 km/h, l'ouragan approche les Bermudes jeudi soir après avoir donc ravagé les Caraïbes. En Haïti, au moins 30 personnes, dont 10 enfants, ont péri dans des inondations, principalement dues à la crue d'une rivière dans le sud-ouest. 20 autres sont encore portés disparus. Cuba déplore des dégâts considérables, sans victimes officielles néanmoins. Santiago est pour l'heure sans électricité, les toits arrachés et ses rues jonchées de débris. Les fantômes de l'affaire Epstein empoisonnent toujours la famille royale britannique. Jeudi, le roi Charles III a annoncé officiellement le prochain retrait des titres et honneurs de son frère Andrew. Une décision prise après la publication le 21 octobre d'un livre posthume de Virginia Giuffre, ancienne victime de l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein, mort suicidé en avril dernier. Virginia Giuffre y raconte comment elle a été présentée à 17 ans au prince Andrew, qui aurait alors abusé d'elle. Ce soir, cette année-là, pour le Samedi politique, Élise Blaise reçoit le géopolitologue Jacques Sapir pour évoquer les récents bouleversements mondiaux après le raidissement de Donald Trump contre Vladimir Poutine et sa tournée en Asie, débouchant sur des accords avec la Chine. Dimanche, terre de mission et les conversations. Lundi, dès 7h, un zoom avec l'historien Jean Descartes qui raconte le destin complexe des cadets royaux. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous.